Bienvenue chers téléspectateurs à l'édition langue française. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Ouverture ce jeudi à La Haye du procès Félicien Kabuga. Celui-ci, il est vu par nombreux comme le financier du génocide commis contre le Tutsi au Rwanda en 1994. Puis les résidents du Cabo Delgado au Mozambique apprécient le travail réalisé par les forces rwandaises de défense dans l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment l'assistance médicale apportée par les forces rwandaises de défense. Et puis en Ouganda, le président Museveni a exclu d'imposer un confinement pour lutter contre le virus Ebola dont des cas ont été détectés dans ce pays. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, ouverture ce jeudi à La Haye du procès Félicien Kabuga. Celui-ci qui a été longtemps et considéré par de nombreux observateurs comme financier du génocide commis contre le Tutsi. Le bureau du procureur du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux déclare que Félicien Kabuga a joué un rôle central en incitant notamment la haine contre les Tutsis, en les déshumanisant des civils innocents et en ouvrant la voie au génocide. Pour les plus amples détails, notre confrère Jean Damascène Manichimé nous en dit plus ici. L'audience de ce jeudi a débuté par la présentation de la déclaration liminaire du bureau du procureur dans le procès de Félicien Kabuga. Ce dernier est accusé d'avoir commis des crimes de génocide, d'incitation directe et publique à commettre le génocide, d'entente en vue de commettre le génocide, ainsi que les crimes contre l'humanité, qui sont l'extermination, l'assassinat et les persécutions, tous commis pendant le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Le procureur du mécanisme, Serge Bramertz, a fait une déclaration publique suivante. Aujourd'hui, les victimes des crimes de Félicien Kabuga et le peuple rwandais tout entier devraient être au centre de nos pensées. Ils ont attendu 28 ans que justice soit faite. Mon bureau est déterminé en leur nom à amener Félicien Kabuga à répondre de ses actes. Félicien Kabuga a été l'un des fugitifs les plus recherchés au monde pendant 2 décennies. Le travail accompli par mon bureau pour finalement le localiser et l'appréhender en mai 2020 n'était qu'un début. Au cours des prochains mois, nous rapporterons la preuve de ses crimes et de sa culpabilité devant la Chambre de première instance et le public. Ce procès sera également l'occasion de rappeler une nouvelle fois au monde les graves dangers que font courir l'idéologie génocidaire et les discours de haine. Félicien Kabuga a joué un rôle central en incitant à la haine des Tutsis, en déshumanisant des civils innocents et en ouvrant la voie au génocide. Si nous voulons empêcher d'autres génocides, nous devons tous faire preuve de vigilance afin d'empêcher ces incitations. Il n'est pas difficile de reconnaître les propos destinés à attiser la haine ethnique, nationale, raciale et religieuse, mais encore faut-il avoir la volonté de les enrayer à leur source. L'accusation a présenté les principaux éléments de l'affaire visant Félicien Kabuga. Il a fait valoir que Félicien Kabuga avait délibérément apporté de contributions importantes à la commission de ces crimes. Premièrement, en créant et en exploitant la radio-télévision libre de Mille Collines RTLM, et deuxièmement, en finançant, en armant et en soutenant les miliciens Interahamwe. Outre le fait d'avoir étroitement participé à la propagation de l'idéologie génocidaire, Félicien Kabuga a dans le même temps soutenu directement les miliciens Interahamwe qui allaient compter parmi les principaux auteurs du génocide des Tutsis. Il les a financés, leur a fourni et distribué des armes, a organisé leur formation et a plus tard encouragé personnellement la commission des meurtres. En conclusion de l'audience de ce jour, l'accusation a fait valoir que les éléments de preuve montreront que Félicien Kabuga, animé par des croyances extrémistes, a joué un rôle déterminant en engendrant les crimes et les souffrances presque inimaginables qui ont secoué le Rwanda
pendant le génocide des Tutsis en 1994. Merci beaucoup à Jean-Damascène Manishimwe. Justement, à propos de ce procès Félicien Kabuga, dans ce studio, nous accueillons Alain Gauthier. Il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda, le collectif des partis civils pour le Rwanda qui milite depuis maintenant plus de 2 décennies à traquer, surtout à traduire devant la justice tous les responsables du génocide commis contre les Tutsis, notamment en France où ce collectif a été créé. Alain, tout d'abord, merci de vous joindre à nous. Finalement, le procès Kabuga vient de débuter. Celui-ci est arrêté depuis mai 2020. Ça faisait 2 ans d'attente de ce procès. On se disait le procès aura lieu, n'aura pas lieu. D'abord, on s'inquiétait par rapport à son état de santé. Est-ce qu'il sera à même de faire face à la justice? Mais tout de même, pour commencer, qu'est-ce que ceci signifie pour vous, parti civil qui militait pour la traduction des gens comme Kabuga devant la justice? C'est quoi déjà l'essence même de ce procès pour vous? Alors, vous dire tout d'abord que je ne suis pas un spécialiste du cas Kabuga, dans la mesure où c'était quand même un personnage qui relevait du TPIR et qui a été finalement retrouvé bizarrement en France, où il séjournait depuis plus de 10 ans. Incognito? Oui, apparemment, mais j'espère que le procès permettra, si Kabuga accepte de parler, parce que je ne sais pas quel va être son comportement, j'espère que ce procès permettra d'en connaître un peu plus sur la façon dont il est arrivé en France et éventuellement de quel soutien il a pu bénéficier. Mais ce procès, pour nous, est un procès extrêmement important parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui est considéré comme le grand financier du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous pensez qu'avec son procès, il y a des choses peut-être qu'on va permettre d'élucider certains mystères, des choses qu'on n'a pas connues auparavant, d'autres procès n'ont pas révélé, qu'on peut révéler avec le procès Kabuga? Oui, c'est probable, mais c'est comme je vous disais, à condition qu'il accepte de parler. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il comparaît. Vous l'avez souligné aussi, il est âgé, il n'est pas en excellente santé. Pour l'avoir vu à Paris lors de ses premières comparutions au Palais de justice de Paris, on a bien vu qu'il n'était pas dans sa plus grande forme. Mais voilà, je dis, moi je suis un peu dans l'expectative, si vous voulez. Je ne suis pas optimiste au point de dire il va nous faire de grandes révélations. Maintenant, j'espère qu'il acceptera de parler et qu'il répondra aux questions qui lui seront posées, en particulier sur le rôle qu'il a joué dans ce génocide. Le rôle, justement, mais c'est le rôle par rapport au temps. Alain, vous avez longtemps dénoncé déjà la vitesse à la tortue à laquelle fonctionne la justice en France, mais également on a vu avec même les instances internationales, ça n'a pas allé aussi vite que ça. Âgé de 87 ans aujourd'hui, dans une santé fragile tout de même, vous pensez que ce n'est pas peut-être tard pour avoir un tel procès? Oui, bien sûr, c'est toujours trop tard. Vous avez signalé que nous ne cessons de dénoncer, nous l'avons dénoncé et nous continuons à dénoncer les lenteurs de la justice française. Alors évidemment, certaines personnes nous disent « mais qu'est-ce que vous allez juger un vieillard qui est proche de la fin de sa vie ?» Mais je pense que dans le cadre d'un crime comme le crime de génocide, il est inconcevable de laisser sans jugement quelqu'un qui a pu jouer un rôle aussi important. Les génocidaires, s'ils sont jugés très tardivement, c'est par exemple le cas de Kabuga, c'est parce qu'il a réussi à se cacher quand même pendant plus de 25 ans. Donc il a quand même bénéficié de 25 ans de liberté et s'il avait voulu être jugé plus tôt, il n'avait qu'à se livrer à la justice. Donc on juge un vieillard comme on en jugera d'autres en France, parce que plusieurs des personnes que nous poursuivons en justice en France sont âgées. Et je crois que c'est essentiel. J'ai lu dans le New Times que
les rescapés ici au Rwanda sont en attente devant ce procès. Ils en attendent beaucoup. Donc avec eux, on va assister à ce procès pour l'histoire. Si les rescapés sont en attente, y a-t-il autre chose que les rescapés vont-ils apprendre qu'ils ne savent pas déjà? Ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout va dépendre de l'attitude de Kabuga. Je pense qu'il ne comparait pas totalement. Il aurait bien voulu éviter probablement ce procès. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va apprendre. On va le suivre au jour le jour. Bon, moi, je suis encore au Rwanda pour un certain nombre de jours. Si je peux, je me rendrai à La Haye à l'une ou l'autre des audiences, mais c'est pas le plus important. Nous, notre combat est centré quand même sur les génocidaires qui sont sur le sol français. Justement, sur le sol français, à tout hasard, au début du procès Kabuga, la justice française aussi, le hasard fait les choses. Elle a permis l'ouverture du procès du docteur Eugène Rwamucyo. C'est quelqu'un que vous avez longtemps mis sous les lumières des médias. Tout le monde connaissait. Déjà, Alain, quels sont les motifs aujourd'hui pour les gens en notre audience qui faisaient à ce que ce procès puisse déjà ne pas se tenir et qui font à ce qu'aujourd'hui les procès de Rwamucyo, la justice donne son feu vert? Alors, si vous voulez, j'ai une anecdote par rapport à Eugène Rwamucyo, parce que je crois que c'était au début des années 2000, je ne le connaissais pas, et je participais à un colloque à Paris qui s'appelait « Demain le Rwanda », organisé par la démocratie chrétienne. Et puis, à un moment donné, je pose une question sur le déroulement des choses qui étaient affirmées, et puis il y a quelqu'un qui, dans la salle, lève la main, et comme personne ne me connaissait à l'époque, lui s'est permis de dire oh, c'est un Français qui ne connaît le Rwanda que par des confidences sur l'oreiller. Quoi? Texto. Je suis surpris et je m'adresse à mon voisin qui était mon ami Servilien Sevassoni, qui était rentré avec moi parce que mon épouse avait souhaité participer au colloque et on lui avait dit qu'il n'y avait pas de place alors que la salle était à moitié vide. Et donc il m'a dit c'est Eugène Rwamucyo. Et c'est à partir de là que nous avons commencé nos recherches et que nous avons déposé une plainte, je ne sais plus en quelle année, je ne sais pas si c'est en 2007, bon, peu importe, en tout cas depuis de nombreuses années, et nous sommes ravis qu'aujourd'hui, enfin, il puisse comparaître. Bon, son avocat se pourvoit en cassation. C'est le dernier stade. Le dernier recours. Voilà, le dernier recours auquel il a droit, mais je pense que ce recours, il le perdra, et que nous assisterons. Alors, je ne sais pas quand, parce que le calendrier de la Cour d'assises de Paris est déjà bien chargé. Au printemps prochain, du 9 mai au 30 juin, il y aura le procès de Philippe Ategekimana, alias Bigouma, un gendarme du Nyanza. Il devrait y avoir, si mes informations sont bonnes, à l'automne, le procès du docteur Sostène Munyemana, son collègue aussi de Butare, et puis peut-être au printemps 2024, le procès d'Eugène Rwamucyo. Mais il faudra aussi, vous le savez, caser dans le calendrier de la Cour d'assises de Paris 2 procès en appel. Celui de Claude Mouaïmana, l'Inera Amoué de Kibouye, et celui de Laurent Boutivaruta, l'ex-préfet de Gikongoro. Donc, bon, voilà, vous voyez ça fait trop, non? Bien sûr, mais vous savez aussi que nous avons environ peut-être 25 autres dossiers qui attendent sur le bureau des juges d'instruction. Donc, voilà. Nous dénonçons une fois encore les lenteurs de la justice, même si de nouveaux moyens ont été mis au service de cette justice depuis quelque temps. Peut-être pour terminer, il y a déjà l'instruction qui a été faite par rapport au dossier Eugène Rwamucyo. Une question qui revient toujours, y a-t-il des gens qui protègent ou des gens qui ne veulent pas que tous ces responsables déjà connus, identifiés avec l'instruction de leur dossier déjà terminé depuis bien longtemps, il y a des gens qui ont des intérêts en France, par exemple, pour que ces gens ne puissent pas comparaître? Écoutez, je vais prendre qu'un exemple, même 2. Rapidement, celui de Laurent Serubuga, le chef d'état-major adjoint qui a repris du service au moment du génocide, comme Bagosora, comme Ruoga Filita. C'est
une information judiciaire, je crois, qui a été clôturée, mais nous n'avons pas tellement de nouvelles. Seydou Bouga, c'est un peu comme Kabouga, il est âgé, pas en très bonne santé. Bon, est-ce que son procès aura lieu? Qui veut vraiment, parce que c'est quand même un personnage important de la République d'Abiyalimana. Et puis, je dirais que l'autre cas dont tous les Rwandais me parlent chaque fois que je viens ici, et qu'est-ce qu'il en est d'Agathe Abiyalimana? Alors, vous savez qu'Agathe Abiyalimana est en France, à Courcouronne. L'ex-épouse du président Abiyalimana. L'OFPRA, l'organisme qui donne le statut de réfugié, le lui a refusé pour son rôle qui aurait été le sien pendant le génocide, mais elle n'est pas restée longtemps pendant le génocide, mais même avant, elle n'a pas de titre de séjour, donc elle aurait dû être expulsée. Et elle est toujours en France. Bon. Il est certain qu'à un moment ou à un autre, elle a été protégée. Par qui? On ne sait pas. Peut-être le personnel de l'Élysée. Toujours est-il que son procès n'est pas annoncé. Je crois que les juges d'instruction voulaient clôturer ce dossier, clôturer l'information judiciaire. Nos avocats ont demandé de nouveaux actes, de nouvelles enquêtes à chercher. Donc voilà, on est toujours là. Donc c'est vrai que, vous savez, si vous voulez que la justice ne fonctionne pas bien, si vous voulez l'empêcher de travailler, il suffit de ne pas lui donner les moyens de travailler. Apparemment, il se dit qu'avec le président Macron, les choses changeraient. Pour l'instant, on attend. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios, Alain. Merci à vous. Voilà, je rappelle que Alain Gauthier est président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Donc, il était de passage dans nos studios. Passons à autre chose à présent pour parler de l'Assemblée générale, des forums de concertation des partis politiques agréés au Rwanda. Cette Assemblée doit désigner les membres du bureau qui représente les 11 partis politiques. Elle va donc examiner et approuver le rapport d'audit sur l'utilisation des fonds et actifs de ce forum au cours de l'exercice 2021-2022 préparé par la commission en charge des programmes. Au cours de cette assemblée, le chef du Parti vert démocratique, le député Franck Habineza, a présenté ses excuses aux Rwandais pour les propos qu'il a prononcés au début du mois d'août, où il avait appelé le gouvernement rwandais à avoir de pourparlers avec l'opposition, notamment les groupes armés tels que le groupe terroriste des FDLR, les FNL et les ROD. Au niveau de la justice, le président de la Cour suprême, le docteur Faustin Neziliayo, a exhorté les professionnels de l'arbitrage à toujours être caractérisés par l'intégrité et à fournir des efforts dans le fonctionnement de leurs activités afin qu'ils puissent davantage contribuer au développement du pays. Indication faite ce jeudi lors de la célébration du 10e anniversaire du Centre international d'arbitrage de Kigali. Le responsable de ce centre d'arbitrage international de Kigali, Mbundu Faustin, indique que même s'ils ont beaucoup de réalisations à se féliciter, le chemin est encore long. Certains professionnels de l'arbitrage à Kigali reviennent ici aux obstacles auxquels ils se sont confrontés et ce qui pourrait être fait pour trouver solution à ces défis. Les difficultés qu'on rencontre en fait en tant que praticien africain, c'est surtout la sous-représentation parmi les arbitres et d'ailleurs aussi les avocats, les conseils internationaux dans des arbitrages internationaux. Donc une des plus grandes difficultés qu'on a observées au cours des dernières années, de la dernière décennie, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers d'arbitrage qui viennent du continent africain, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises qui investissent en Afrique ou de gouvernements africains qui vont avoir dans leur contrat des clauses qui envoient leurs litiges éventuels à l'arbitrage international. Mais en face de ce volume relativement important de dossiers qui vient du continent africain, il n'y a pas autant de praticiens, d'avocats, de juristes africains qui sont présents dans les procédures. Et souvent dans ces dossiers, les parties
donc que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises privées, vont être représentés par des conseils occidentaux de différentes places, Paris, New York, Londres, Genève, ainsi de suite. Et même quand le sujet, au fond, concerne un investissement qui a lieu sur le continent africain, selon des règles de droit du continent africain. Donc souvent, vous allez avoir le droit applicable qui va être, je sais pas, le droit rwandais, le droit kényan, le droit sénégalais. Et malgré cela, c'est des avocats de pays étrangers, et notamment occidentaux, qui vont gérer les procédures. Donc toute la difficulté et toute, si vous voulez, l'intérêt d'un colloque comme celui-là, c'est de mettre l'accent sur le besoin d'africaniser la gestion de ces procédures et de renforcer les capacités des praticiens africains. Pour développer l'arbitrage en Afrique, il faut soutenir les institutions d'arbitrage, les centres d'arbitrage, et il faut aussi soutenir la formation des arbitres. Il faut que les étudiants dans les universités apprennent le droit de l'arbitrage et que le droit de l'arbitrage devienne une matière obligatoire dans les universités, que ce soit dans la phase des 4 premières années ou bien dans la phase du magistère. Il faut aussi qu'il y ait une coopération avec les autres pays qui ont développé le droit de l'arbitrage et il faut aussi qu'il y ait un dialogue permanent avec les juges. Il faut que les juges, comme les juges rwandais le font, soutiennent l'arbitrage, n'annulent pas les sentences arbitrales, sauf s'il y a un vice majeur de procédure qui mérite que la sentence soit annulée. Passons à autre chose à présent pour parler à des habitants de la province de Cabo Delgado au Mozambique qui jettent de fleurs aux forces rwandaises de défense grâce notamment aux services sanitaires que ces forces ont apportés à ces habitants. Et ces habitants déclarent qu'il y a eu une nette amélioration de leurs conditions de vie. Ce sont plus de 2600 personnes qui ont pu bénéficier des services sanitaires de la part des forces rwandaises de défense. Les détails ici, c'est avec Nili Dandi. Patrick. Les reporters de Arabié ont pu se rendre à Ulumbi, dans l'un des quartiers de Cabo Delgado. Sur place, ils ont pu constater que certains habitants venaient participer au programme de dépistage. Nous sommes très heureux de voir des Rwandais venir nous soigner. Nous avons des soucis par rapport à nos soins car nous faisons face à des maladies, notamment le paludisme. Il y a aussi les traumatismes dus notamment au bruit d'armes à feu, la peur de subir des tortures. Nous leur demandons de continuer à nous réconforter. Compte tenu du climat plutôt chaud et humide de cette région, le paludisme est assez répandu à Cabo Delgado, comme l'explique le docteur-major Jean-Paul Shumbusho, chef des opérations médicales des forces rwandaises de défense et de la police dans cette province de Cabo Delgado. La première maladie répandue dans cette région est le paludisme. Il représente 40% de toutes les maladies de cette région. Il est très dangereux et cause la mort d'un grand nombre de personnes en raison du manque de traitements précoces et de l'absence de prévention. Mais il y a aussi d'autres maladies liées à la situation actuelle de guerre, notamment la malnutrition, les maladies dues au manque d'hygiène. D'autres problèmes et situations exigent des mesures préventives, la mise en place des méthodes de planification familiale, la vaccination des enfants, le dépistage de diverses maladies comme le VIH-Sida et diverses autres maladies. Entre 300 et 500 personnes ont participé aux séances de dépistage à Olombi, c'est en district de Palma de Cabo Delgado. Le même programme a été réalisé dans d'autres régions telles que Mochimbao de Playa, Palma, Tinda et Ouassé, où 2600 personnes ont pu bénéficier de programmes de dépistage, mais un grand nombre de ces personnes trouvent une assistance médicale auprès des forces de sécurité rwandaises. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rivanga, a souligné que de telles activités
sont menées pour le peuple afin de lui assurer une sécurité dans tous les domaines. Voilà ce qui marque la fin de notre édition. Grand merci à toutes les équipes au niveau de la réalisation qui m'ont permis de vous attendre chez vous. En mon nom propre, Edis Abiti, je vous remercie d'avoir été de nôtres et surtout, je vous invite à rester toujours fidèle à nos programmes. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.